Faut-il manger les riches pour sauver la planète ? Ces derniers mois, les débats ont fait rage sur l'interdiction des jets privés, le mode de vie ultra polluant des ultra-riches ou encore la légitimité des milliardaires. On ne peut plus tolérer que des personnes crament en quelques vols par semaine l'équivalent de votre consommation à vous et moi, de Français moyens, sur 50 ans. Est-ce que vous comprenez quand même que ça devient un luxe qui ne passe plus auprès d'une large partie de la population ? Alors oui ou non, parce que si la population avait les moyens de se le payer, vous croyez qu'ils se le paieraient pas ? C'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui rouspètent. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Est-ce que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait éliminer symboliquement de votre point de vue ? Des débats qui ont érigé les grandes fortunes comme les symboles d'une indécence qui ne passe plus face à l'explosion des inégalités et à l'aggravation de l'urgence écologique. Et si tout ceci n'était en fait que l'arbre qui cache la forêt ? Les ultra-riches ne sont pas que des symboles ou de gros émetteurs de CO2. Ce sont aussi et surtout des acteurs engagés et influents du débat climatique qui ont réussi à imposer leur vision au détriment de politiques plus efficaces et justes socialement. Depuis une vingtaine d'années, conscients des risques que fait peser la menace climatique sur leurs intérêts, les ultra-riches se posent en défenseurs de la cause pour préserver leurs profits. C'est ce que démontre Édouard Morena dans son livre « Fin du monde et Petit Four ». Dans son enquête, le chercheur en sciences politiques dévoile comment les ultra-riches ont structuré des réseaux de fondations philanthropiques, d'ONG et de cabinets de conseil qui ont imposé l'idée que les entreprises et les investisseurs privés étaient les seuls acteurs légitimes de la transition face au chaos climatique, les seuls capables de sauver la planète. We cannot rely only on governments, NGOs and philanthropies to solve the climate crisis. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions. Companies need to take leadership positions. Bref, que le capitalisme vert était la solution. Alors, en quoi la jet-set climatique est aujourd'hui en train de conditionner notre avenir ? Comment est-elle organisée et quelle vision a-t-elle réussi à imposer ? Pour quelles conséquences ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast avec Édouard Morena. Édouard Morena, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes chercheur en sciences politiques et maître de conférences à l'University of London Institute à Paris. Ouais. Et après avoir publié Le coût de l'action climatique en 2018, vous sortez aujourd'hui un nouveau livre, Fin du monde et Petit Four, les ultra-riches face à la crise climatique. Donc, c'est une enquête fouillée qui décrypte comment, au cours des 20 dernières années, il y a une élite climatique qui s'est organisée pour promouvoir le capitalisme vert comme l'unique issue réaliste face à la crise climatique en cours. Première question qui peut paraître simple, mais qui me semble importante. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enquêter sur ce sujet et comment est-ce que vous vous y êtes pris ? C'est un peu dans la continuité de travaux que je faisais justement dans le cadre de mon précédent bouquin sur la philanthropie climat, où en fait, dans le cadre de ces travaux de recherche sur les fondations philanthropiques engagées dans le débat climatique au niveau international, en fait, l'idée là, c'était plutôt de faire un pas de plus en fait, en analysant pas seulement les fondations, mais aussi les personnes qui sont derrière. Et du coup, à partir de là, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux ultra-riches, parce que de très nombreux ultra-riches engagés sur la question climatique le font notamment par le biais de fondations philanthropiques. Donc, comment j'ai fait ? Du coup, je me suis beaucoup appuyé sur des travaux d'observation que j'avais pu faire, en fait, notamment avec d'autres chercheurs dans le cadre de projets de recherche autour des COP. Donc, juste en regardant, en observant un peu ce qui se passait, mais aussi je me suis beaucoup appuyé sur les entretiens que j'ai pu faire avec des acteurs de la philanthropie climatique, mais aussi tout un tas d'acteurs, des anciens consultants de McKinsey, enfin tout un tas d'acteurs que j'ai étudiés un peu dans ce livre. Et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant en fait dans le cadre de ces recherches, c'est que ces personnes-là étaient assez ouvertes en fait à l'idée de parler un peu de ces questions-là, mais surtout en fait, elles avaient aussi parfois un regard qui était aussi critique en fait. Il y en a d'ailleurs certaines qui étaient d'anciens consultants qui étaient justement partis aussi en partie à cause de ça, parce qu'ils estimaient que finalement ce qu'ils promouvaient jusque-là en fait ne fonctionnait pas ou était un peu contraire aussi à leur conception de ce qu'il fallait faire pour assurer en fait une transition bas carbone à la fois réussie mais aussi juste. Alors justement, vous parlez dans le livre de jet-set climatique ou d'élite climatique qui s'est organisée justement au début des années 2000 pour orienter le débat climatique et en tirer profit. Qui est cette jet-set climatique et en quoi finalement aujourd'hui elle a notre avenir entre ses mains ?
Alors, le mot jet set climatique, c'est une sorte de mauvaise traduction d'un terme qu'un chercheur anglais qui s'appelle Kevin Anderson avait employé en fait pour qualifier. Donc, il parlait de climate glitterati en fait, pour parler un peu justement de tous ces acteurs qu'on voit à Davos, lors des COP. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes personnes en fait. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes travaux d'observation, on va dire, lors de ces événements internationaux, c'est qu'en fait, on retrouvait toujours un peu les mêmes personnes. Qui sont, alors justement, donc il s'agissait à la fois de personnalités, alors ça peut être des personnalités politiques, mais aussi des anciens présidents, ou je peux vous donner des noms, mais par exemple Al Gore, l'ancien vice-président américain, mais ça pouvait aussi inclure des personnalités du cinéma, comme Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, et aussi en fait des acteurs un peu moins visibles, qui pour le coup sont des experts, des consultants en tout genre, qui travaillent en fait dans des organisations comme McKinsey, dont je parle dans le livre. Il y en a d'autres, en fait, des organisations qui sont même spécialisées sur les questions du conseil en action climatique, de think tank aussi, quelques chercheurs aussi, ou en tout cas des climatologues aussi, parfois, comme Johan Rockström, et aussi des experts en communication, qui, pour le coup, eux, occupent une place aussi de plus en plus importante. Mais encore une fois, le propre de ces acteurs-là, de ce sort de second groupe d'acteurs, c'est plutôt d'être discret, en fait, de pas spécialement être visible. Pour moi, ils forment une sorte de communauté, une communauté qui se retrouve lors des COP, lors de ces grands messes climatiques, à la fois pour promouvoir, en fait, ce discours de capitalisme vert, et en même temps, en fait, pour bâtir des stratégies communes, pour, en fait, construire, étoffer leur réseau, réfléchir aussi aux prochaines étapes, on va dire, de leurs actions. Together, we must drive a green innovation revolution. One that stops climate change, protects vulnerable communities, and continues the world on a path to progress. Oui, parce que ce que vous montrez, c'est que finalement, c'est une communauté qui s'est rendue compte que l'urgence climatique allait avoir un impact direct sur leur vie, sur leurs investissements, et qu'il fallait agir et qu'il fallait qu'elle fixe en fait elle-même la ligne selon laquelle il allait falloir agir. Oui, absolument. Et c'est effectivement, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner aussi, c'est dans le sous-titre du livre, enfin, les ultra-riches occupent aussi une place dans ce groupe. En tout cas, il y a certains d'entre eux. L'exemple, on va dire, le plus visible, c'est une personne comme Jeff Bezos, en fait, qui est donc multimilliardaire, qui a fait fortune grâce à Amazon, mais qui est aussi philanthrope du climat à travers le Bezos Earth Fund. Et du coup, eux, ils jouent aussi un rôle important parce que c'est aussi eux qui, à travers leur fondation, financent en fait les activités de tous ces acteurs dont j'ai parlé précédemment, financent aussi tout un tas d'organisations en fait qui gravitent en fait dans ces espaces internationaux et aussi qui jouent le rôle, et c'est aussi un des rôles de la philanthropie, c'est aussi de jouer le rôle de mise en relation d'acteurs. Et donc, effectivement, eux aussi, alors ils se mettent à la fois en scène, et c'est ce qu'on a vu avec Bezos lors de la COP26 à Glasgow, mais ils ont aussi comme des sortes de héros du climat. Donc, il y a une dimension aussi. On a créé le problème, mais maintenant on va vous présenter la solution. We must all stand together to protect our world. Climate change gives us a powerful reason to invest in nature. That's why last month in New York, 9 philanthropic organizations announced an additional $5 billion to support the goal of 30 by 30, to protect 30% of all land and sea by 2030. Absolument. Donc, il y a une sorte de... Enfin, ce sont un peu des sortes de célébrités. Enfin, ils se mettent en avant et c'est un peu le propre aussi des entrepreneurs d'aujourd'hui, enfin, de ces sortes de riches entrepreneurs de la tech. En fait, il y a aussi une sorte de... Ils se mettent en scène. Donc, il y a une volonté de mise en scène de leur propre personne comme héros du climat, mais aussi, à travers leur fondation, il y a aussi tout un travail, en fait, qui est fait par les personnes dans ces fondations-là, de financement, mais aussi, encore une fois, de mise en relation aussi d'acteurs pour, en fait, promouvoir ce discours du capitalisme vert. Alors, en quoi, justement, cette jet-set climatique, elle a aujourd'hui notre avenir entre ses mains ? Alors, en quoi elle a notre avenir entre ses mains ? C'est un peu la conclusion qu'on peut en tirer en lisant votre livre. Mais en tout cas, pour le moment. Elle a clairement une volonté de l'avoir, cet avenir entre ses mains. Et du coup, justement, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est plutôt les stratégies qu'ils ont cherché à mettre en œuvre pour en fait faire en sorte que le capitalisme vert devienne en quelque sorte la norme, en fait, une sorte de traduction linéaire quelque part de la science du climat, une sorte de linéarité, que ce soit presque naturalisé aussi. Et donc en quoi elle l'a entre ses mains ? Effectivement, elle l'a entre ses mains dans le sens où aussi elle a du coup réussi à promouvoir un discours dominant, en fait, et à presque, encore une fois, naturaliser ce discours, mais aussi derrière cela, il y a aussi tout un effort de promouvoir certaines solutions, en fait, à cette crise climatique, certaines politiques aussi publiques pour faire face à la crise climatique. Donc, c'est aussi en ça qu'elle a un peu l'avenir entre ses mains, c'est qu'aussi, elle a aussi ce rôle
non seulement de construction et de normalisation d'un discours, mais aussi de promotion aussi de politiques bien spécifiques, en tout cas de réponses très claires et très spécifiques à la crise climatique elle-même. Vous citez Kevin Anderson qui dit « Ce sont eux qui fixent l'ordre du jour à travers lequel nous autres travaillons. Tant qu'ils serviront de lien entre la mentalité Davos et le milieu de la recherche, le changement climatique continuera à être réduit à un enjeu techno-économique fallacieux. » Vous décrivez aussi donc, dans le livre comment les ultra-riches se sont organisés avec des réseaux de fondations philanthropiques, comme vous le mentionniez, des ONG, des cabinets de conseil, pour promouvoir leur vision de la transition écologique, donc en d'autres termes, le nouvel esprit du capitalisme vert. Par quoi est-ce que elle se traduit, cette approche, cette vision ? On peut prendre l'exemple des politiques publiques, par exemple, dominantes sur les questions de la transition, qui sont... alors, là, pour le coup, sans être économiste, je m'intéresse beaucoup aux travaux de Daniela Gabor, donc une économiste qui est basée au Royaume-Uni, qui parle d'États dérisqueurs, de-risking state. Cette idée, en fait, qu'on assigne aussi un rôle très particulier à l'État. C'est-à-dire que l'État... Il y a une forme d'interventionnisme, mais ce n'est pas un interventionnisme comme on pourrait l'imaginer, où on va créer un sorte de service public des énergies vertes. C'est plutôt un interventionnisme où finalement l'État va injecter en fait, des milliards d'euros dans l'économie, donc auprès d'acteurs privés. Et du coup, en quelque part, il va leur déléguer finalement la responsabilité de la transition bas carbone. Et en plus, il va dérisquer leurs investissements. Donc en fait, il va prendre à sa charge les risques qui sont liés aux investissements dans la transition bas carbone. Donc cette vision très spécifique qu'on retrouve d'ailleurs dans le Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est très présent, mais aussi dans une certaine mesure aussi le Green Deal européen, c'est un peu cette même approche. Donc ça, encore une fois, c'est une traduction très concrète en fait d'une certaine vision à la fois des acteurs privés et dans la transition, mais aussi du rôle de l'État, du rôle que l'État doit jouer. Et ça a un coût, en fait, ça a un coût financier, parce que c'est énormément d'argent. Enfin, c'est pareil, je pense que si on regarde juste le cas de la France, il y a des travaux d'économistes comme Maxime Combe, son livre « Un pognon de dingue », il en parle très bien, il raconte comment, finalement, ça a un coût très, très élevé pour l'économie française et donc pour les contribuables de soutenir en fait les entreprises. Et du coup, ce coût-là, il faut trouver cet argent-là. Et donc cet argent-là, on va le trouver où ? On va le trouver dans le système de retraite, on va le trouver dans les systèmes de santé à travers une sorte de réduction des dépenses, etc., dans tout ce qui est social. Et ça sera, à mon avis, cet enjeu-là, il va aussi se poser pour les questions de transition. Ça a un coût pour la collectivité. Et du coup, il va falloir trouver cet argent quelque part. Donc, à travers une sorte de système de vases communicants, il va falloir que cet argent-là, on le récupère quelque part pour l'injecter, en fait, dans l'économie auprès de ces acteurs privés. Encore une fois, sans garantie de résultat. Donc, c'est toujours cette idée qu'on fait confiance aux entreprises, on leur demande pas grand-chose en retour, en fait, pour cet argent. Donc ça, encore une fois, c'est juste un exemple assez concret, finalement, des types de politiques qui sont promues par les différents acteurs dont je parle dans le livre. Ce que vous montrez, c'est justement qu'ils ne se contentent pas de faire la promotion du capitalisme vert, mais qu'ils investissent aussi dans des terres pour leur compensation carbone et les crédits carbone, qui parient aussi sur l'insécurité alimentaire, l'augmentation de la demande agricole en achetant ces terres-là. Donc, en bref, ils préparent leur avenir et créent les conditions de leur impunité, en fait, aujourd'hui, en quelque sorte. Il y a une forme de peur qui s'exprime chez eux par rapport à la crise climatique, et en même temps, je pense qu'ils y voient aussi des opportunités éventuelles. Et je pense que l'exemple des terres, c'est un exemple assez intéressant de ce point de vue-là. C'est cette idée que de dire, la question des terres, à la fois comme terres fertiles sur lesquelles on va pouvoir faire pousser des denrées agricoles pour faire face aussi aux conséquences en fait, du dérèglement climatique sur la production agricole au niveau mondial. Donc ça, c'est un enjeu, parce qu'effectivement, il y aura une demande pour les denrées agricoles, donc il y a potentiellement matière à faire de l'argent, mais il y a aussi matière à faire de l'argent dans les terres, parce que ce sont aussi des terres qui séquestrent du carbone. Donc le carbone qui est stocké, il a aussi potentiellement une valeur. Sur la question spécifique des terres, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment ça a aussi permis de mobiliser un certain type d'acteurs, et je pense notamment aux acteurs de la conservation, qui, eux, sont dans une sorte de logique d'exclusion, en fait. C'est eux qui, historiquement, ont créé les parcs nationaux, les parcs naturels en Afrique, etc. Et la démarche, c'est toujours d'exclure les humains ou d'exclure les personnes qui parfois étaient dépendantes de ces terres, quelque part de recréer, de réensauvager, en quelque sorte, des pans entiers de la terre, pour des raisons de conservation, dans une sorte de logique conservationniste qui est aussi souvent aussi très proche aussi
logique assez conservatrice aussi. Et en même temps, ce que vous dites, c'est que justement, il y a des grosses ONG comme Nature Conservancy qui, aujourd'hui, produit des crédits carbone qu'elle revend à Disney, à BlackRock, à JP Morgan. Oui, absolument. Et je pense que c'est ça. C'est là où le discours gagnant-gagnant, en fait, dont ils sont porteurs, il fonctionne dans une certaine mesure. Jusqu'à quel point il est gagnant pour la planète ou il est gagnant pour les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, ça, à mon avis, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Mais par contre, pour eux, c'est du gagnant-gagnant dans le sens où ça leur permet aussi de justifier leur politique de conservation qu'ils menaient. Ça leur permet de justifier le fait qu'effectivement, ils financent parfois des gardes forestiers qui vont s'attaquer aux populations locales qui, encore une fois, historiquement, en fait, chassaient ou se servaient, en fait, de ces zones naturelles. Ça leur donnait une justification supplémentaire pour les exclure, en fait, de ces terres qui, jusqu'à présent, étaient détenues par personne et elles étaient partagées, en quelque sorte. Et en même temps, ils vont pouvoir faire de l'argent grâce à ça. Parce qu'effectivement, c'est une sorte de mine de crédit carbone qu'ils vont pouvoir revendre à tout un tas d'entreprises, notamment dans les pays industrialisés, qui, eux aussi, veulent se payer en fait, une image d'acteurs verts. Et ils le font comment ? En achetant des crédits, pour des pouvoir crédits à très bas coût. émettre aussi, quoi. Absolument. Et ce qui est assez fou, c'est aussi que ça justifie leur mode de vie. C'est-à-dire que quand on les interroge sur les jets privés, vous citez l'exemple d'une personne qui dit « Mais moi, je suis l'individu le plus neutre en carbone de la Terre parce que j'ai une forêt tropicale. » Oui, absolument. Donc, ça compense mes émissions de mon jet privé. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Oui, absolument. Non. Et c'est effectivement, il y a à la fois ces situations individuelles, notamment ce milliardaire qui a acheté des terres en Amazonie, effectivement, qui se sert de ça, en quelque sorte, comme justification à son mode de vie carbonifère. Mais c'est aussi le cas de nombreuses entreprises, et notamment des entreprises qui, justement, se veulent en fait un peu des exemples en fait en matière d'action contre le réchauffement climatique. Et je pense à notamment les grandes entreprises de la tech, dont je parle beaucoup. Enfin, en fait, les grandes entreprises comme Google, comme Amazon, en fait, une part significative de ce qui leur permet de dire qu'ils seront neutres en carbone, en fait, c'est en très grande partie lié au fait qu'il y a la part des compensations joue un rôle très important, en fait, dans ce discours. C'est toujours cette idée que c'est gagnant-gagnant, en tout cas pour un certain groupe de personnes. Mais après, lorsqu'il s'agit d'analyser l'effet concret, en fait, sur la question des trajectoires d'émissions, et là, on le voit, en fait, récemment, il y a tout un tas d'études, de travaux et d'articles qui l'ont démontré. C'est plus que contestable, notamment lorsqu'il s'agit de choses comme ce qu'on appelle les compensations évitées, cette idée en fait d'essayer de valoriser en fait des coupes d'arbres par exemple qui n'ont pas encore eu lieu, en disant voilà si on n'avait pas racheté ce morceau de forêt amazonienne, eh bien il y aurait eu tant de coupes d'arbres et donc grâce à ce que j'ai fait, en fait, je permets d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. Pour moi, c'est un truc qui est totalement impossible à évaluer en fait, de manière certaine. Et ce n'est pas ça qui réduit les émissions, fondamentalement. Il y a une enquête qui a été conduite par The Guardian et Dayzate qui est sortie il y a quelques semaines et qui montre que en fait, 95% des crédits carbone sont des crédits fantômes. En analysant l'essentiel d'entre eux, et en fait, ils s'échangent sur le marché, mais ils correspondent à aucun bénéfice climatique. Donc, on est dans une sorte de mise en scène de l'action, en quelque sorte, mais il n'y a pas de réalité derrière, quoi. L'exemple des crédits carbone est intéressant, c'est que ça crée en fait une sorte d'industrie qui se suffit à elle-même, en fait, une sorte d'économie circulaire des crédits carbone, où finalement, plus c'est compliqué, plus ça crée aussi d'opportunités d'emploi, et plus ça justifie finalement en fait l'appel à des experts, à des entreprises, à des évaluateurs, enfin tout un tas d'acteurs en fait supplémentaires. Du coup, en fait, il y a une sorte de logique d'auto-entretien aussi d'un secteur. Secteur où en plus on peut désormais faire carrière en fait dans ce genre de secteur, mais du coup le risque c'est qu'aussi on perde de vue finalement pourquoi on le fait à la base. Et l'enjeu à la base c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais du coup ça part d'une sorte de logique où ce sort de secteur se suffit à lui-même et cherche à se justifier en permanence. En fait, il est incapable finalement de se remettre aussi en question parce qu'encore une fois, les enjeux financiers sont importants, les enjeux de carrière. Enfin, il y a tout un tas d'enjeux qui s'entremêlent, qui font que finalement, on continue à y croire. Et en plus, ça sert. Et c'est pour revenir à l'exemple de Google ou des grandes entreprises du Nord, ça a aussi ce rôle très important qui est en fait de projeter cette image d'entreprise vertueuse alors que concrètement elles ne le sont pas, ou en tout cas d'entreprise neutre en carbone, alors qu'en fait une part significative de leur neutralité carbone, elle vient de ces compensations. Ça a cet avantage pour plein d'acteurs qui font que finalement on continue à
permettre, on va dire, à ce système de subsister. En quelque sorte. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, ça ne prend pas vraiment en compte la réalité géophysique du monde, parce que de faire de la compensation carbone, c'est de se dire que voilà, on va compenser des émissions qui sont émises aujourd'hui d'ici à 20-30 ans, avec des potentiels d'émissions, alors qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, on doit atteindre au plus vite un pic d'émissions pour ensuite inverser la courbe des émissions. Et vous en parlez un petit peu aussi à un moment sur la question de l'expropriation, de la spoliation des terres. Il y a une question par rapport aux droits humains, mais il y a aussi une question par rapport à la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cette élite climatique considère que le climat est notre seul problème et ne prend pas du tout en compte toutes les autres limites planétaires, et notamment l'extinction de la biodiversité, que pour eux, c'est pas un sujet, quoi. C'est vraiment, voilà, on va réduire nos émissions à coup de compensation carbone et de technologie verte, quoi. Oui, il y a de ça. Alors même si j'ai quand même l'impression, notamment suite à la réunion sur la biodiversité qu'il y a eu, c'était à Montréal en fait, que il y a une sorte de volonté, en tout cas, de rattacher finalement la question climatique à la question de la biodiversité. Enfin, en tout cas, il y a une volonté, du moins dans le discours. Mais ce qui est certain, c'est que cette approche en fait qui vise finalement à simplement en fait donner une valeur en fait au carbone stocké dans des espaces naturels, ou en tout cas dans des forêts, de marchandisation de la nature. Une sorte de logique de marchandisation de la nature. Servir à quelque chose. Exactement. Ça sous-entend finalement qu'elle n'avait aucune fonction, en fait, qu'elle n'avait pas de fonction. Donc, quelque part, qu'à travers cette marchandisation, on lui attribue une fonction. Mais c'est ça qui est problématique. Et en plus, on lui attribue une fonction, et du coup, on laisse de côté, en fait, les fonctions en lien avec la biodiversité, dont vous avez parlé précédemment, mais aussi les fonctions pour les populations en fait, qui vivaient en fait, dans ces forêts. Toutes ces dimensions-là, à la fois de biodiversité, mais aussi humaines, en fait, parce qu'il y a aussi des dimensions humaines très importantes, elles sont complètement balayées, ou en tout cas, elles sont complètement mises de côté. C'est tout ça qui est aussi problématique, je pense, dans cette approche. Et effectivement, ça renvoie à un sorte de cadrage général de l'enjeu, qui est uniquement en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et qui, du coup, encore une fois, ça fait sens dans un sens de cadrer les choses de cette manière, mais aussi en faisant ça, on a tendance aussi parfois un peu à laisser de côté le reste, en fait. Le reste, donc les dimensions politiques, les dimensions sociales, mais aussi les dimensions liées à la question de biodiversité. Le fait que, effectivement, la transition bas carbone, à partir du moment où on part sur une sorte on commence à promouvoir, en fait, les voitures électriques, on continue aussi à promouvoir une sorte de culture de la voiture individuelle. Donc, il y a aussi ces dimensions presque culturelles aussi qui sont rattachées à ça. Il y a aussi... on ne met pas réellement en question le système qui nous a emmenés... non, et puis en plus, ça a des conséquences sur les questions des métaux rares, de toutes ces questions-là. En fait. Donc, il y a des enjeux extractifs aussi. Et ça, c'est aussi une question presque géopolitique, parce qu'aujourd'hui, aussi bien Jeff Bezos que Bloomberg investissent dans les mines de terres rares parce qu'ils savent qu'on va vers une électrification massive et qu'on va avoir besoin de tout ça. Et à la fois, on a aussi ce que vous dites, Bill Gates, qui est devenu en 2018 le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. Donc, on sent que voilà, il y a une mainmise sur les ressources qui pose déjà problème, mais qui potentiellement, à un moment, va poser encore plus problème, parce que c'est eux qui auront toutes ces ressources-là, donc potentiellement, on aurait besoin, quoi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'était avec l'élection de Boric au Chili, il y avait... parce que le Chili, pour le coup, concentre énormément de ses mines. Il y avait une sorte de crainte, en fait, de voir l'élection de Boric au Chili, parce que, justement, il y avait une sorte de crainte aussi sur l'accès, en fait, à ces ressources, en tout cas, sa capacité d'y accéder. Donc, oui, les enjeux géopolitiques de la transition elle-même sont vraiment importantes. Ça touche aussi à des questions de communautés locales qui sont affectées. Ça touche à des questions de biodiversité. À partir du moment où on tient compte de ces autres facteurs, en fait, on part sur une conversation sur le type de transition que l'on veut, en quelque sorte. Quelle est la transition que l'on veut. Et là, pour le coup, voilà, il y a une différence en poussant pour le tout voiture électrique ou en poussant pour les transports en commun aussi propres, etc. Enfin, c'est pas la même chose, en fait. Et ça a des conséquences différentes, à la fois pour les populations locales, dans l'accès, on va dire, à ces modes de transport, et aussi sur des enjeux plus géopolitiques, comme vous l'avez dit, sur les questions d'accès aux ressources, en fait, dont on aura besoin pour alimenter, finalement, cette transition vers une économie décarbonée, quoi. Et à la fois pour nos sociétés en général. Absolument. Alors, pour revenir donc justement à comment est-ce que ce groupe s'est constitué, s'est coordonné, vous vous expliquez que donc, ça s'est fait au début des années 2000, comme je l'ai déjà dit, et que McKinsey, donc le cabinet de conseil, y a joué un rôle clé. Comment est-ce que ce cabinet de conseil est devenu, comme vous le dites, un des principaux animateurs du débat international sur le climat ?
En fait, c'est vraiment par opportunisme, en fait. Et c'est un peu la spécificité de McKinsey, c'est qu'en fait, il y a une sorte de logique où on se lance sur quelque chose dès lors qu'il y a un marché ou dès lors qu'il y a une opportunité économique qui se présente. Donc, à l'origine, en fait, McKinsey s'est intéressé à ces questions-là par le biais d'un de ses clients, qui était en fait l'entreprise d'énergie suédoise Vattenfall, qui avait fait appel finalement au cabinet pour l'aider, notamment dans les années, à partir des années 90 au début des années 2000, pour réfléchir en fait à cette question de la transition bas carbone, notamment parce que justement c'est une entreprise qui avait investi massivement dans le charbon en Allemagne, donc il y avait tout un tas d'enjeux pour cette entreprise. Et c'est un peu dans le cadre de cette collaboration que du coup un groupe de consultants s'est rendu compte qu'il y avait en fait un marché potentiel dans le conseil en durabilité, dans le conseil en durabilité, et qu'il y avait aussi possibilité de reproduire ce qu'ils avaient fait pour Vattenfall et de revendre ce qu'ils avaient fait, le sorte de modèle qu'ils avaient construit à Vattenfall, et de le revendre à tout un tas d'autres clients privés et publics. Tout a démarré un peu à ce moment-là, notamment parce qu'il y avait aussi la perspective de la COP à Copenhague. Et l'enjeu aussi, dans la période qui a précédé Copenhague, c'était... Donc avant 2009. Avant 2009, pardon. C'était de convaincre notamment les pays du Sud qu'ils avaient aussi intérêt à s'engager sur les questions de transition. Donc il y avait aussi une logique d'accompagnement aussi des pays du Sud, notamment de certains pays du Sud qu'on considérait comme étant vraiment clés, d'essayer de les convaincre qu'ils pouvaient en fait combiner croissance économique et réduction des émissions. Donc en fait, c'est dans cette période-là que McKinsey s'est positionné en fait dans le débat. Et c'est avec l'argent d'une fondation philanthropique, ClimateWorks, qu'ils ont pu, du coup, avoir les moyens financiers qu'il leur fallait pour justement déployer finalement cette stratégie, notamment dans le cadre des négociations onusiennes qui ont précédé la COP 15 à Copenhague. Et donc c'est là où ils étaient vraiment au cœur du réacteur en quelque sorte, parce qu'ils étaient vraiment dans l'espace de négociation. Ils étaient aussi présents dans certaines des délégations nationales. Et du coup, ils ont pu, en fait, à la fois être au plus près de ce qui se négociait et en même temps d'agir un peu, de faire un peu le rôle qu'ils font en général. Ils sont aussi de rôle de facilitateurs. Et à travers, finalement, ce travail de facilitation, il y a aussi presque une démarche d'orientation implicite qui se met en place, quoi. Donc c'est toute cette période, toute la période que j'étudie dans le livre, en tout cas c'est cette période avant Copenhague, qui a permis à McKinsey finalement de s'imposer un peu comme un acteur clé du débat. Et à travers cela, et c'est là où ça rejoint en fait cette question du capitalisme vert, c'est aussi d'imposer une certaine idée de ce qui est possible ou de ce qui est souhaitable en termes de transition, donc de pousser certaines innovations ou technologies plutôt que d'autres, de pousser notamment sur cette question des forêts, en fait, de mettre aussi les forêts tropicales un peu au cœur du débat, notamment pour les pays du Sud, en montrant en fait le potentiel qui était rattaché à l'utilisation, de la valorisation du carbone qui était stocké dans les forêts. Ils vont participer à cette sorte de normalisation du discours du capitalisme vert parmi les élites. Et ça va rester, en fait, notamment dans la période qui va précéder la COP21. Par contre, ce qui va manquer, et c'est là, en fait, la limite, on va dire, de leur stratégie, c'est que c'est une stratégie et McKinsey, ils travaillent surtout avec les élites politiques, économiques. Ouais, ils n'avaient pas ils conseillent les plus grosses entreprises, même qu'ils ont conseillé les 43 plus gros émetteurs mondiaux comme BP, Exxon, Shell, les cabinets ministériels, les ONG. Effectivement, ils sont au service de tout le monde. Ils sont surtout au service des plus grandes entreprises, ils sont au service de nombreux gouvernements. Et du coup, ça les met de fait dans une position de force, en fait. Ça les rend presque incontournables. Même s'ils disent qu'ils cloisonnent entre leurs clients, il y a une sorte de cloisonnement entre les clients. De fait, c'est bien parce que McKinsey travaille pour tel gouvernement qu'il est aussi crédible, en fait, aux yeux d'autres gouvernements. C'est bien parce que McKinsey travaille pour telle entreprise qu'elle est crédible aux yeux d'autres entreprises. Donc ça contribue au moins à les positionner un peu au cœur du débat, ce qui fait que, en fait, c'est une sorte de mine aussi d'informations et de connaissances, pas nécessairement de connaissances que McKinsey produit, mais de connaissances qu'elle a récupérées, qu'elle a récoltées, et du coup qu'elle peut aussi utiliser et revendre aussi indirectement à d'autres. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force de cette entreprise, en fait. Et c'est ce qui aussi fait qu'elle a joué un rôle si central, parce qu'elle était tellement centrale que finalement, en fait, son discours autour de la question de la transition bas carbone, le modèle qu'elle a promu de courbe des coûts, dont je parle aussi dans le livre, en fait, du fait de sa position, elle était en capacité aussi qui permet en fait à des organisations de se placer face à l'urgence climatique, en voyant quels sont les coûts et les opportunités. Et en fait, ils ont créé une sorte de langage commun. En fait, ils ont créé une sorte de base commune
qui finalement permettait aussi aux gens d'avoir l'impression d'être sur la même ligne, en fait, d'être un peu en train de parler de la même chose. Donc, de ce point de vue-là, en fait, ils ont joué un rôle très, très important. Mais encore une fois, ce qui leur a manqué, c'est aussi leur capacité, et c'est ce qui a manqué aussi, et je pense que c'est une des leçons qui a été tirée de l'échec de la COP15 à Copenhague, c'est qu'il ne suffisait pas d'avoir un accord entre élites, en fait, pour déboucher sur un accord international. Il fallait aussi que ce consensus soit interprété comme ce qu'il nous faut, comme une réussite. Et donc, c'est là où, finalement, la question de la communication, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut aussi générer ce sort de sentiment que ce consensus, en fait, c'est le bon. En fait. C'est celui qu'il nous faut pour sauver, pour assurer finalement notre survie et assurer une transition bas carbone réussie. Donc c'est entre Copenhague et Paris que du coup les communicants vont se mettre en branle et vont être amenés aussi à jouer un rôle très important dans la construction d'un sorte de discours autour de la transition et qui donne un sentiment de consensus qui va au-delà des seules élites, un sorte de consensus, en fait, de l'ensemble des populations, en fait, sur la question de la transition bas carbone. Et c'est ce que vous dites, c'est que justement, ils ont contribué à imposer une sorte de nouveau mode de gouvernance climat et à le légitimer, c'est-à-dire ce qui a été en fait l'accord de Paris, qui est basé principalement sur des incitations et une sorte de régime un peu incantatoire où en fait chaque pays va dire, voilà, moi je serai neutre en carbone en 2050 ou en 2060, mais il n'y a pas d'objectif contraignant. Il y a un objectif général qui est les 1,5, enfin les 2 degrés et si possible 1,5 degré, mais que tout ça justement contribue à cette idée que ça passe par des engagements volontaires et que les acteurs privés ont un rôle à jouer dans cette transition. Oui, absolument. Donc, c'est un travail que j'ai effectué avec d'autres chercheurs, notamment Stéphane Eckhout et Jean Foyer, sur cette notion de gouvernance incantatoire. Effectivement, c'est cette idée que, c'est ce qui va être promu notamment par ces différents acteurs, c'est presque un nouveau modèle de gouvernance en fait, internationale du climat, centré sur cette idée que finalement, en créant en fait, un cadre incitatif, on va amener finalement les différents acteurs, et notamment les acteurs privés, à s'engager en fait, sur la voie de la transition bas carbone. Donc c'est uniquement de l'incitation, il n'y a aucune espèce de contrainte. Donc ça renforce encore plus finalement la place des acteurs privés dans la gouvernance climatique internationale, parce que pour le coup, ils deviennent presque des égaux aux États. Et c'est vraiment une chose qu'on a vue notamment après la COP de Paris, en fait, avec la multiplication des sommets sur l'action climatique, le One Planet Summit à Paris, le Global Climate Action Summit à San Francisco. En fait, il y a eu vraiment un calendrier de ces sommets de l'action climatique. Les COP elles-mêmes se sont aussi transformées en des sortes de grands routes de l'action climatique, mais où finalement on s'intéressait plus à ce qui se passait à l'extérieur de la salle de négociation, plus que ce qui se passait vraiment au niveau de l'espace de négociation entre États. Ce qui s'est passé à Glasgow, par exemple, avec Fit for 50, donc tous les acteurs financiers et les entreprises qui ont annoncé leur neutralité carbone, ou encore le discours de Jeff Bezos, les larmes à l'œil. I was told that seeing the Earth from space changes the lens through which you view the world. But I was not prepared for just how much that would be true. Looking back at Earth from up there, the atmosphere seems so thin. The world so finite and so fragile. Glasgow, pour moi, c'était vraiment une sorte de summum en fait, de la gouvernance climatique spectaculaire, enfin, vraiment centrée sur les engagements, sur les promesses, une sorte de focalisation, comme vous l'avez dit, soit sur des acteurs ou des personnes comme Jeff Bezos qui sont vraiment une volonté de mise en scène. En plus, il venait de faire son voyage dans l'espace, donc tout était scripté. Enfin, c'est un côté presque hollywoodien, et en même temps aussi tout un tas d'engagements de la part d'entreprises, de grandes fondations philanthropiques, aussi de partenariats en fait public-privé. En fait, il y avait plein d'engagements qui étaient des partenariats public-privés. Donc encore une fois, toute une mise en scène qui était faite. Et finalement, ce qui s'est passé dans l'espace de négo, en fait, on s'y intéressait vraiment à la dernière minute en fait. Pendant les 2 semaines de la COP, c'était tout ce qui intéressait les gens, c'est ce qui se passait à l'extérieur. Mais encore une fois, tout ça, c'est pour moi le reflet d'une évolution de la gouvernance climatique. Une évolution qui fait beaucoup plus de place au discours, aux engagements volontaires
plutôt qu'à la contrainte. Et cette évolution de la gouvernance climatique, elle est en partie liée aux efforts qui ont été entrepris par ces différents acteurs dont je parle. Enfin, c'est un peu le fruit aussi de leurs efforts, en fait, dans la période entre Copenhague notamment et la COP21 à Paris. Et encore une fois, c'est un mode de gouvernance incantatoire qui du coup accorde aussi une place très très importante aux communicants, en fait, aux producteurs de messages, aux producteurs d'images. Ils sont devenus pour moi des acteurs vraiment clés de ce nouveau mode de gouvernance. Et vous donnez par exemple un exemple qui est assez glaçant sur Kevin Anderson qui au moment où il y a un point presse avec des journalistes qui veut critiquer l'accord de Paris qu'il ne considère pas comme assez ambitieux parce qu'il ne fait pas mention des énergies fossiles, qu'il est dangereux pour les pays pauvres, pour les pays du Sud, et tout est fait pour l'empêcher de parler par ses communicants pour que tout le monde voit l'accord de Paris comme un moment historique. Oui, absolument. C'est un passage que lui raconte en fait. Effectivement, c'est cette idée de faire pression aussi sur la communauté des scientifiques et notamment des climatologues qui étaient présents lors de la COP21 pour qu'ils aient un discours qui ne soit pas trop critique à l'égard du projet d'accord. Notamment cette question des 1,5, en fait, parce qu'il y avait énormément de chercheurs qui, déjà à l'époque, en fait, avaient quand même énormément de doutes sur cet objectif, qui, de fait, est un objectif purement politique, qui avait aussi pour viser de s'assurer du soutien, notamment des pays insulaires, pour qui le 1,5, c'est vital. Et donc, à partir du moment où des voix, elles étaient assez peu nombreuses, en fait, des voix comme celle de Kevin Anderson, mais aussi quelques autres, ont commencé à s'élever aussi, à remettre en question ces projets d'accord qui étaient en discussion dans le cadre de la COP21 à Paris. Il y a eu effectivement un effort de limiter, en tout cas de marginaliser ces acteurs, de faire en sorte qu'ils soient le moins audibles possible. Et aussi parfois, en fait, on retrouve encore sur Twitter des échanges en fait entre lui et d'autres acteurs, notamment des communicants, où ils sont presque en train de le menacer en disant si ça se conclut par un échec, vous serez responsable, ou en tout cas en partie responsable de l'échec de la COP21. Donc, je pense que ça reflète à la fois une sorte de pression énorme, en fait, qui était sur les épaules de tout un tas d'acteurs dans le cadre de la COP, parce que personne ne voulait être tenu responsable d'un échec de la COP21. Donc, quelque part, ça se comprend. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de... Moi, je peux comprendre, en fait, qu'on ait cédé aussi à ces injonctions, parce que il y avait une telle pression sur les épaules. Il y a une vraie peur, en fait, de la part de toutes ces personnes-là. Enfin, je veux dire, l'enjeu climatique, c'est un enjeu urgent, c'est un enjeu où il faut agir vite. Et donc, mais ce que j'essaie d'analyser et ce qui, pour moi, peut aussi poser problème, c'est finalement le fait d'instrumentaliser finalement cette peur et cette urgence pour aussi empêcher finalement un débat critique ou empêcher aussi à des voix un peu plus critiques à l'égard de la stratégie dominante qui est portée, de s'exprimer librement. Et pour moi, c'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait, c'est essentiel aussi de permettre en fait à des voix contradictoires de s'exprimer. Et en plus, ça fait qu'on passe vraiment à côté d'enjeux vraiment importants. Je pense que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les Gilets jaunes en France, en quelque sorte, ça montrait bien qu'on était passé à côté de quelque chose, parce qu'on n'avait pas... Justement, en 2015, à Paris, on n'avait pas suffisamment pris en compte en fait, les enjeux sociaux de la transition, notamment. Et on n'avait pas permis à un débat vraiment d'avoir lieu sur ces questions des enjeux sociaux de la transition. C'est ce qui me dérange un petit peu, en fait, aussi avec ces approches qui sont portées. C'est sur leur volonté d'être tellement dominante et hégémonique qu'elles sont parfois aussi amenées à volontairement marginaliser des voix critiques ou des voix alternatives. Justement, c'est ce que vous dites par rapport au rapport de cette jet set climatique avec le mouvement climat. Vous écrivez comme un serpent constricteur, les élites climatiques cherchent à enserrer le mouvement climatique pour mieux l'étouffer, l'avaler et le régurgiter, vider de son potentiel de transformation sociale. Il y a quelque chose de terrible à réaliser quand on vous lit, et notamment quand vous parlez de Greta Thunberg, qui, en janvier 2020, est applaudie à Davos alors qu'elle est en train d'attaquer, en fait, tous ceux qui l'écoutent. I wonder, what will you tell your children was the reason to fail and leave them facing a climate chaos that you knowingly brought upon them? Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are telling you to act as if you loved your children above all else. On a l'impression que même le mouvement climat ou certaines de ces figures, telles que le débat est cadré aujourd'hui, sont en train de devenir un peu les idiots utiles du système, quoi. S'agissant de Greta ou de tout autre acteur en fait, du mouvement,
l'idée du livre, c'était vraiment, il n'y avait aucune espèce de volonté de remettre en cause leur sincérité et leur volonté réelle, en fait, d'agir sur le climat. Et c'est juste que j'essayais de comprendre pourquoi, finalement, on invitait, finalement, une Greta Thunberg à Davos, compte tenu, en fait, du discours qu'elle tient. Pour moi, effectivement, ça reflète une sorte de volonté d'orchestration ou de maîtrise, en fait, du mouvement. Parce qu'en invitant Greta, et au-delà de ce qu'elle va dire, finalement, ce que l'on va retenir, c'est qu'elle a été à Davos. Donc, c'est qu'elle était présente à Davos. Et du coup, sa simple présence, pour moi, elle participe aussi à légitimer Davos et les personnes qui y participent. Et puis tous les leaders climatiques prennent des photos avec elle, des selfies. Ce qu'on retient, c'est ça. C'est finalement c'est l'image, en fait. Ce que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est de comprendre, en fait, pourquoi, en fait, ces élites climatiques avaient intérêt à avoir, en tout cas, avoir le mouvement avec eux, ou en tout cas de faire en sorte que le mouvement s'affiche à leur côté. Ou à même investir, en fait, dans ce mouvement, en donnant de l'argent à Extinction Rebellion ou à Fridays for Future. Oui, absolument. Mais là aussi, je pense que c'est intéressant parce que j'essaie de me positionner du point de vue des élites. En fait, je ne me positionne pas du point de vue d'Extinction Rebellion ou de Greta Thunberg, en fait. Parce qu'au fond, encore une fois, je pense que leur point de vue, il est tout à fait légitime et ils sont vraiment dans une sorte de logique d'engagement sur la question. Mais du point de vue des élites, l'intérêt à donner de l'argent à Extinction Rebellion, c'est aussi parce que quelque part, ils voyaient dans Extinction Rebellion une manière aussi d'entretenir, en fait, un sorte de sentiment d'urgence qui, encore une fois, est là, en fait. Et la science nous le dit, qu'il y a une urgence à agir. Mais là, ce que j'analyse, c'est plutôt cette volonté de l'instrumentaliser, de l'urgence, en fait, de se servir de l'urgence aussi comme moyen de marginaliser, on va dire, des voix discordantes qui s'inscrivent aussi dans le camp du climat, et aussi de dépolitiser, entre guillemets, parce que c'est très politique, finalement, comme action, mais de donner un sorte de sentiment... Enfin, de dire finalement, bon, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de remettre en cause le capitalisme. On n'a pas le temps, en fait, de se taper dessus ou de chercher à dire que telle personne est plus responsable que telle autre. On fait tous partie du même groupe. Et du coup, tout ça, l'idée, c'est vraiment, à travers cette sorte d'instrumentalisation de l'urgence que j'essaie d'analyser, c'est aussi une volonté, finalement, d'entretenir un discours très binaire aussi sur l'action climatique, sur cette idée que finalement on est soit pour, soit contre. On est soit pour la science, soit contre la science. On est pour l'action ou contre l'action. Et ça, c'est très utile du côté des élites, des ultra-riches en particulier, parce qu'au fond, ça leur permet aussi toujours d'être du bon côté de l'histoire. Et en plus, il y a un certain cynisme à financer pour certains milliardaires ou élites climatiques, donc des mouvements comme Extinction Rebellion qui s'attaquent aux banques, qui s'attaquent à BlackRock, qui s'attaquent à JP Morgan. Vous citez aussi l'exemple de Jeff Bezos qui, avec sa fondation, voulait donner 150 millions de dollars à différentes organisations de la justice climatique et qui les a mis dans un dilemme pas possible, mais à côté de ça, qui donne 500 millions de dollars à des ONG et des think tanks qui défendent les intérêts de l'élite économique et vont promouvoir ce capitalisme vert. Oui, absolument. Il y a une question de proportion évidente, en fait. Donc, effectivement, en soi, 150 millions, c'est beaucoup d'argent. Sans parler de l'argent qu'il met pour s'envoyer dans l'espace. Sans parler de ça, et effectivement, mais c'est beaucoup d'argent, et notamment pour ces organisations, en fait, c'est des sommes considérables. Et quelque part, ça a un effet, en fait, ça peut être aussi source de division au sein du mouvement lui-même, justement autour de ces questions-là. Faut-il ou non accepter cet argent ? Pour des organisations qui ont des petits budgets et pour qui ça peut potentiellement représenter une sorte de manne énorme pour faire énormément d'actions, voilà, on les met face à une sorte de dilemme qui est très compliqué. Et donc, quelque part, on l'affaiblit aussi, quelque part, le mouvement, à travers cela. Et en même temps, c'est toujours des sommes qui sont relativement petites par rapport aux sommes qui sont investies par ailleurs dans différents think tanks et organisations qui portent, en fait, et qui continuent à promouvoir, en fait, ce discours dominant dont je parle dans le livre. Vous dites que vous êtes un peu mis dans la tête de l'élite climatique pour faire ce livre. Est-ce que vous pensez qu'ils croient vraiment que la solution va passer par le capitalisme vert ou que c'est du cynisme? Parce qu'on voit aussi qu'il y en a certains qui vont promouvoir ces solutions et en même temps qui se préparent des bunkers de luxe un peu partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs, quoi. Ils ne sont pas sûrs. Alors ceux-là, je pense qu'effectivement, ils sont dans une sorte de logique de comment on peut étaler le risque, en quelque sorte, quoi. Donc, il vaut mieux assurer ses arrières au cas où. Donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment cette sorte de logique, en fait, chez certains d'entre eux. Après, je pense qu'encore une fois, l'idée, c'est... Je ne remets pas du tout en question aussi la sincérité aussi de nombreux acteurs que j'ai pu étudier ou interviewer. En fait, je pense qu'il y a une forme de sincérité dans le sens où ils sont fondamentalement convaincus à la fois de l'urgence et du besoin d'agir sur le climat, et aussi que leur solution, c'est la meilleure. C'est un peu ce qui est problématique aussi, parce qu'il y a aussi une sorte de logique où, à partir du moment où ils sont, et c'est aussi la spécificité de ces groupes, en fait, c'est qu'ils passent tellement de temps ensemble qu'il y a une sorte d'effet aussi où
Ouais, ils côtoient une sorte de bulle où finalement ils sont en permanence convaincus par les autres qui sont eux-mêmes convaincus par vous. Donc en fait, il y a un côté complètement hors sol qui fait que ils finissent aussi parfois par croire à ce qu'ils disent. Et il y a juste à certains moments bien précis où la bulle elle est un peu percée. Et j'en décris une à un moment donné, juste avant la COP 26. Donc un événement TED qui était organisé TED par Countdown, ouais. Voilà, TED Countdown avec Christiana Figueres, donc l'ancienne directrice de la Convention climat, qui est devenue un peu une sorte d'égérie de l'action climatique en quelque sorte, où elle invite finalement cette militante qui était très active contre Shell, McDonald's, qui voulait contre Shell qui voulait s'implanter, forêt pour du pétrole, je pense sur la côte écossaise. Et quand donc cette activiste finalement a tenu un discours très critique et a décidé de quitter la scène, en fait, là, c'est typiquement un moment où la bulle a été percée. No matter what he says today, remember, Shell has spent millions covering up the warnings from climate scientists, bribing politicians and even paying soldiers to kill Nigerian activists fighting against them. All whilst rebranding to make it look as though they care and that they have the intention of changing. I hope that you know that we will never forget what you have done and what Shell has done. I hope you know that as the climate crisis gets more and more deadly, you will be to blame. And I will not be sharing this podium with you anymore. Lauren. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi, c'est de percer cette bulle du capitalisme vert, de dire que finalement, le capitalisme vert, c'est une option, c'est une solution, c'est une approche, mais que potentiellement, il y en a d'autres, en fait. Et que justement, on est à un moment, pour moi, qui est assez important, où finalement, il faut faire un choix, en fait, du type de transition que l'on veut. Et donc ça c'est un choix qui quand même existe depuis pas mal d'années et qui, encore une fois, jusqu'à présent, à mon sens, si on tient compte des trajectoires d'émissions, si on tient compte aussi plus généralement en fait des conséquences aussi sociales liées en fait à la crise climatique et de l'impact que ça a sur les plus vulnérables, pour moi ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, l'idée c'est d'essayer d'imaginer en fait une autre trajectoire potentielle. Donc la solution ne serait pas forcément de manger les riches, mais de mettre en avant un discours alternatif à ce discours dominant. Je pense que c'est comme ça qu'on va les manger en quelque sorte. C'est justement en réfléchissant à une alternative. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Mais ce qui me semblait important, c'était aussi d'être en capacité de déconstruire en fait aussi le discours dominant. À la fois, alors pas tant sur le discours lui-même, mais d'essayer de comprendre quels sont les acteurs derrière ce discours. D'identifier ces acteurs. Et donc, à partir du moment où on a identifié ces acteurs et le discours qu'ils portent, et quelque part, j'espère que ça permettra aussi de se positionner, en fait, vis-à-vis d'eux. Et du coup, de potentiellement créer aussi des espaces pour une approche différente. Merci beaucoup, Edouard Morena, d'être venu sur Blast. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a intéressé et permis de mieux comprendre ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux pour qu'il soit vu le plus possible. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche pour suivre tous nos contenus. Je le rappelle, Blast est un média indépendant. Et pour continuer à faire des entretiens de fond, des vidéos de décryptage, des reportages, nous avons besoin de vous. Alors pour vous abonner ou faire un don, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.